le monde connaît l'allure caractéristique de Manhattan, avec ses hautes tours serrées, crevant le ciel comme un défi et un concours sur laquelle sera la plus haute. Eh bien sachez qu'il n'est nul besoin d'attendre l'aube du XXe siècle et la construction de la vraie Manhattan pour retrouver cet esprit. Aujourd'hui, nous partons en Italie, explorer une époque étonnante où les hommes rivalisaient d'audace dans les petites villes pour édifier des séries de hautes tours. Tout commence en Toscane. Dès le IXe siècle commence à apparaître un nouveau type d'habitat médiéval, la maison-tour, dite casa torre en italien ou simplement torre. Comme leur nom l'indique, il s'agit d'une simple tour, généralement de base carrée ou rectangulaire, pouvant s'élever sur plusieurs dizaines de mètres. Le développement des maisons-tours se fera principalement du Xe au XIIIe siècle. Pour illustrer cette époque, partons à San Gimignano, petite ville toscane ayant gardé tout son charme médiéval, elle a également conservé quelques-unes de ses casa torre. San Gimignano connut au XIIIe siècle une profusion de maisons-tours. En 1250, il y en avait 72. C'est pour affirmer leur puissance que les familles de San Gimignano firent élever ces maisons-tours, dans un concours constant de celui qui fera la plus haute. C'était course à Lego pour être poli. C'est moi qui ai la plus grosse. Non, c'est moi. Ces tours avaient des murs très épais, jusqu'à 2 mètres, et n'offraient à chaque étage que peu de surface habitable. Ces murs épais garantissaient à ces maisons, très exposées au vent dominant, de la chaleur en hiver et de la fraîcheur en été. Le rez-de-chaussée, qui était à l'abri des températures les plus extrêmes qui pouvaient sévir dans les étages, servait d'entrepôt. Dans les étages intermédiaires se trouvaient les chambres, alors que la cuisine, la seule pièce où l'on faisait du feu, se trouvait en haut de la tour. Ah bah tu parles d'une vie pratique toi. Monter, descendre toute la journée, une putain de tour de 50 mètres. La démesure régnait au point qu'en 1252, le conseil municipal adopta une loi interdisant aux propriétaires privés de posséder une tour plus haute que la Torre Rognasa, qui fait 52 mètres de hauteur, appartenant au palais de la municipalité. Les tours jumelles des Ardinghelli durent être raccourcies à 51 mètres de hauteur. La plus mystérieuse est la Torre del Diavolo. Son propriétaire, au retour d'un voyage, remarqua que la tour était plus haute qu'à son départ. Il attribua ce phénomène au travail du diable. Ah voyons, il avait engagé des petits travailleurs pour élever sa tour en secret, ouais. Les tours de San Gimignano n'avaient pas uniquement pour but d'afficher les richesses, elles représentaient aussi le pouvoir des familles qui les construisaient. Plus la tour était grande, plus les propriétaires asseyaient leur importance. Cela conduisait à des conflits et souvent les familles se querellaient sur des décennies et divisaient la loyauté des citoyens. Des légendes racontent l'histoire de jeunes amants issus de familles ennemies qui se rencontraient en cachette à l'ombre des tours comme de vrais Roméo et Juliette. Hormis San Gimignano, donc d'autres villes de Toscane voient le développement de maisons-tours. Ainsi, Bologne avait parfaitement l'apparence d'une petite Manhattan. Dans cette ville, au XIIe et XIIIe siècle, des dizaines de tours sont construites, autant en tant qu'instrument de défense que de symbole de pouvoir. On estime leur nombre de tours construites, pas forcément en même temps, entre 80 et 100, bien que des chiffres douteux annonceraient même jusqu'à 180 tours. Elles seront petit à petit détruites dans les siècles suivants, ou transformées en prison, beffroi ou autre occupation. Elles seront tant détruites jusqu'au XXe siècle qu'il n'en reste aujourd'hui qu'une vingtaine. Les deux plus célèbres sont les tours Arsinelli et Garisenda. Arsinelli est la plus haute de Bologne, culminant à 97 mètres, construite entre 1109 et 1119. Elle est légèrement inclinée de 1,3 degré, soit un déport de 2,2 mètres au sommet. Mais elle l'est moins que sa voisine, la tour Garisenda, construite vers 1110 de 48 mètres de haut, qui est visiblement penchée à 3,8 degrés avec un déport au sommet de 3,22 mètres. Les familles Arsinelli et Garisenda se laissaient évidemment aller à cette guerre d'ego, et si l'actuelle plus haute tour Arsinelli semble indiquer le vainqueur, il n'en est rien en réalité. La tour Garisenda faisait 48 mètres de plus à l'origine, soit 96 mètres, et dut être tronquée suite à un affaissement de terrain et menace d'effondrement au XIVe siècle. Quant à la tour Arsinelli, elle fut vers la même période rachetée par la ville et réélevée à sa hauteur actuelle pour servir de prison. Ainsi, à une époque, la hauteur réciproque des deux tours était littéralement inversée. La ville de Florence, quant à elle, aurait possédé jusqu'à 167 casa torre.
Au XIIIe siècle, victime aussi de la course à la démesure et au défi de pouvoir avec de nombreuses tours dépassant les 70 mètres, dès 1250, une loi interdit les constructions de plus de 25 mètres de haut. À Pérouse, la cinquantaine de tours attestées au XIIIe siècle furent détruites en 1531 sur ordre du pape Paul III, profitant d'une rébellion des habitants contre une taxe papale. Il ne subsiste que la Torre del Licere, s'élevant à 42 mètres. D'autres cités toscanes étaient donc encore dotées de ces tours, comme Lucques, Sienne ou Pise. Et la tour de Pise? Alors attention, la tour de Pise n'a rien à voir avec ces Casatore. Ce qu'on appelle tour de Pise est un campanile de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, donc une tour à cloche à vocation religieuse, rien à voir avec les maisons-tours. Lors de votre prochain voyage en Toscane, pensez à aller visiter les anciennes Manhattans italiennes.